L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Bonjour à tous, LCP vous propose de voir ou revoir les grands débats de l'Assemblée nationale. Dans cet épisode, place à l'un des temps forts de la vie politique, les questions au gouvernement, les CAG en nom de code. Chaque semaine, quand le Parlement siège, les députés interrogent les ministres sur l'actualité. En cet hiver, l'ambiance est particulièrement houleuse en séance publique. Dans une assemblée sans majorité, fragmentée, les passes d'armes et les incidents de séance se multiplient jusqu'à la censure du gouvernement de Michel Barnier. Dans la nuit du 7 novembre, au cœur de notre continent européen, des hommes et des femmes ont été pris pour cible. Ils ont été tabassés, ils ont été pourchassés, ils ont été lynchés pour une seule raison, ils étaient juifs ou supposés juifs. Où est notre humanité commune quand au cœur du continent européen, des hommes et des femmes doivent crier « Je ne suis pas juif » pour espérer sortir indemnes de cette chasse à l'homme? Où est notre humanité commune quand des députés qui siègent ici à l'Assemblée nationale placent des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs, les essentialisent, considèrent qu'ils sont responsables de la situation humanitaire à Gaza, refusent de dénoncer le pogrom du 7 octobre, refusent de considérer le Hamas comme une organisation terroriste? Pire, une de ces députées a parlé d'eux en disant « ces gens-là ». Monsieur le ministre de l'Intérieur, je pourrais vous lire des dizaines et des dizaines de témoignages de nos compatriotes juifs qui ont peur, de nos compatriotes juifs qui doutent de nous, qui doutent de la République, qui doutent et qui se demandent quand la République sera capable de se dresser unanime pour faire face à l'antisémitisme. Alors, monsieur le ministre de l'Intérieur, au-delà des mots, quelles sont les actions que vous souhaitez entreprendre pour lutter fermement et de manière déterminée pour que la République l'emporte face à l'antisémitisme? Je vous remercie. La parole est à monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Aurore Bergé, vous avez totalement raison. Les faits, les chiffres sont absolument redoutables. Je voudrais en citer deux et j'aimerais que chacun m'écoute attentivement. Nos compatriotes de confession juive représentent moins de 1% de la population française. Et pourtant, ils sont victimes pour 57% de toutes les agressions racistes, de toutes les agressions antireligieuses. Une récente étude de la Fondation Fondapol vient de montrer que 80% de nos compatriotes de confession juive sortent la peur au ventre, ont craint, puisqu'ils craignent des actes antisémites. Ils pensent que leur pays, qui est leur patrie aussi, ne parvient plus à les protéger. Voilà les chiffres, voilà ce qui est redoutable. Oui, l'antisémitisme le plus débridé, le plus décomplexé est désormais de retour. Il a deux visages. Le visage d'abord, le visage de cet islamisme, un islamisme radical. Le visage aussi de toutes celles et tous ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne pour des fins uniquement politiciennes. Vous avez cité les événements d'Amsterdam, la ville d'Anne Frank. Des Juifs ont été pourchassés parce qu'ils étaient juifs, pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils font. C'est la définition même de l'antisémitisme. Eh bien, je pense que c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle j'ai signalé à la justice, j'ai signalé sur la base du crime pour apologie envers les personnes, le tweet d'une députée insoumise qui justifiait le lynchage. C'est injustifiable. Jamais nous ne laisserons passer ce genre de choses. La France, la République, ça n'est pas ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes chers collègues. S'il vous plaît. Mes chers collègues, un peu de calme. Un peu de calme, s'il vous plaît. Merci. La parole est à monsieur Hendrik Davy pour le groupe écologiste. Ah, madame la députée. S'il vous plaît, un peu de calme. On ne s'entend plus. Madame Berger, allez-y. S'il vous plaît, mes chers collègues. Allez-y, madame Berger.
Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Ce qui est terrifiant, c'est quand nous évoquons la question de l'antisémitisme, il y a tant de chahuts, de vociférations dans cet hémicycle. Ce qui est désespérant, c'est qu'encore une fois, certains de nos concitoyens ont peur. Ce qui est désespérant, c'est que devant vos réactions, vous continuez à leur placer des cibles dans le dos. Sachez que nous sommes plus nombreux et plus déterminés que vous à faire gagner la République et à lutter contre l'antisémitisme. En ce mois de novembre, un sujet domine le calendrier parlementaire. Il s'agit du budget. Mais cette année, la discussion du projet de loi de finances ne ressemble pas aux autres. La gauche a réécrit très largement la copie initiale du gouvernement en y ajoutant près de 30 milliards d'euros d'impôts et de taxes. Une réécriture qui va conduire l'hémicycle, et notamment les députés du socle commun, à rejeter la partie recettes du budget, chose inédite sous la Ve République. Loin du compromis, c'est une guerre de position à laquelle nous avons assisté. L'examen dans notre Assemblée a conduit à une forme de concours des outrances entre les deux extrémités de l'hémicycle qui se soutiennent et se renforcent. L'un a fait adopter un Frexit de fait, l'autre près de 40 milliards de hausse d'impôts. Pour nous, groupe démocrate, nous ne pouvons que repousser ce texte en l'état. Mais nous devons donner un budget à la France et le cheminement de ce texte doit se poursuivre. Il y a un chemin pour sortir la France de l'ornière budgétaire autour de 3 priorités que le groupe démocrate a défendues. La responsabilité budgétaire, la justice fiscale et le développement économique conforme à la trajectoire d'adaptation au changement climatique. Ma question sera donc double. Monsieur le ministre, l'équilibre entre 2 tiers d'économie budgétaire et 1 tiers d'augmentation des impôts nous semble au groupe Les Démocrates juste. Est-ce toujours l'objectif du gouvernement ? Pouvez-vous nous confirmer, comme ce que nous défendons depuis plusieurs semaines, que les plus fragiles d'entre nos concitoyens seront épargnés par ces efforts ? A contrario, la participation des plus aisés à l'effort de rétablissement de nos comptes publics se justifie pleinement. Monsieur le ministre, nous avons salué la proposition dans le texte initial d'une contribution différentielle sur les très hauts revenus. Soulignant simplement que sa mise en œuvre pour 2 ans ne sera pas suffisante. Soutenez-vous la proposition du groupe Les Démocrates de la maintenir tant que la situation de nos finances publiques le réclamera? Je vous remercie. Permettez-moi, à travers cette réponse, de vous remercier personnellement et l'ensemble des membres du groupe démocrate, et en particulier les commissaires aux finances, pour votre assiduité et l'ensemble des propositions que vous avez faites pendant ce projet de loi de finances et pendant le projet de loi de financement de sécurité sociale. Je partage d'abord votre constat. Nous étions partis d'un cadre qui était clair, celui d'un effort de redressement de nos finances publiques sans matraquage fiscal. Force est de constater qu'à l'issue de l'examen de cette première partie vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi, ce cadre n'a pas été respecté. Avec d'un côté, effectivement, plus de 35 milliards d'euros d'impôts en plus. Et inutile de croire que cela concernera seulement quelques millionnaires ou quelques grandes entreprises. C'est évidemment sur l'ensemble du pays que cela pèsera. Et puis de l'autre côté, vous l'avez mentionné également, la fin de la contribution de la France à l'Union européenne qui est tout à fait inenvisageable et inacceptable. Pour tout cela, évidemment, la copie présentée par l'ENFP en complicité avec le Rassemblement national me paraît tout à fait inacceptable. Vous avez posé 2 questions précises, permettez-moi d'y répondre. D'abord, oui, je vous confirme que le gouvernement souhaite toujours, au minimum, cet équilibre de 2 tiers de baisse de dépenses publiques, 1 tiers de contributions exceptionnelles. S'il y a moins de dépenses publiques, alors nous serons les premiers à le saluer. La deuxième question qui est la vôtre, c'est sur la CDHR, cette contribution différentielle sur les hauts revenus. Vous mentionnez à juste titre que quand on parle de justice fiscale, nul besoin forcément de le contenir dans un temps trop étroit. Aussi, votre proposition me semble très juste et très bonne, à savoir que tant que la contribution différenciée en termes de hauts revenus permettra de réduire le déficit public jusqu'à un certain terme, qui pourrait être par exemple de 4%, alors cette CDHR doit être préservée. C'est une évolution du texte que vous avez proposé et que je propose de retenir. En ce mois budgétaire, il y a aussi une question particulièrement sensible, celle des retraites. L'annonce début octobre du gouvernement de repousser la revalorisation prévue des pensions de retraite a suscité un tollé. Résultat des courses, eh bien, l'exécutif a dû revoir sa copie sous la pression de la droite.
Monsieur le Premier ministre, je tenais tout d'abord à vous dire que le groupe Horizon et Indépendants se félicite des engagements pris hier soir par votre gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des retraités, notamment des plus modestes, qui ont travaillé toute leur vie et qui méritent un niveau de vie décent. Aujourd'hui, je souhaite attirer votre attention sur tous ces Français qui travaillent dur chaque mois, qui cotisent, ceux qui ne comptent pas leurs heures pour faire vivre l'ensemble de notre pays. Ils sont ouvriers, ils sont salariés, ils sont entrepreneurs, ils sont agriculteurs, ils sont agents publics. Ils sont le cœur battant de notre économie et font chaque jour de notre pays une nation plus prospère. Ces Français travaillent trop pour toucher des aides, mais pas assez pour vivre dignement. Pourtant, ils donnent sans compter à leur pays, à l'État, à ceux qui bénéficient de la solidarité nationale et ils financent notre système de santé et de retraite. Le groupe Horizon et Indépendants souhaite que nous nous adressions à cette France qui a le sens de l'effort et qui refuse de se résigner au déclassement. C'est pourquoi nous avons fait des propositions responsables et ambitieuses pour le pays. À titre d'exemple, nous proposons notamment de plafonner les prestations sociales à 70% du SMIC pour s'assurer que nous valoriserons toujours davantage le travail, car il est un vecteur d'épanouissement personnel et d'autonomie matérielle tout en étant la clé de notre modèle social. Dans notre groupe, la seule boussole qui nous guide est celle qui vise à ce que l'économie française tienne le rang qui doit être le sien. Et pour cela, la France doit d'abord répondre aux urgences auxquelles elle fait face, puis elle doit se réformer en profondeur. Vos propositions ont jusqu'alors visé à répondre à ces urgences, mais nous attendons désormais des mesures concrètes, comme celles que nous avons formulées pour faire en sorte que celles et ceux qui travaillent puissent enfin vivre du fruit de leurs efforts. Je vous remercie. Je vous remercie. Je commencerai par vous dire que nous avons la même boussole et je partage la reconnaissance que vous avez exprimée à la France qui travaille dans les grandes, petites ou moyennes entreprises, dans l'agriculture, dans les services publics et dans bien d'autres structures. Comme vous le savez, nous avons, mesdames et messieurs les députés, dû construire ce budget. J'y reviendrai peut-être dans des conditions de rapidité, de contraintes jamais connues dans le passé, depuis le début de la Ve République. Ce qui explique, je le dis, je le redirai, que ce budget est perfectible grâce aux propositions, aux amendements du Parlement et je comprends le Sénat aussi aux côtés de l'Assemblée nationale. Mais ce budget, Monsieur le Président Marcangeli, comme vous l'avez souhaité, est élaboré pour ne pas pénaliser les Français qui travaillent. C'est le sens d'une mesure qui n'est pas négligeable, qui n'est pas tout, sur la revalorisation anticipée du SMIC au 1er novembre. C'est le sens du travail que mène la ministre du Travail, la concertation à laquelle j'attache beaucoup d'importance dans la concertation avec les branches, notamment pour augmenter les minima de salaire dans certaines branches où ce n'est pas normal. C'est le sens des discussions que nous avons avec beaucoup de groupes en ce moment sur les allègements de charges pour éviter ce qu'on appelle les trappes à bas salaire. Et je m'inspire pour cela du travail et du rapport très important qui a été fait par messieurs Bozio et Wassner et qui avait été commandé en son temps par la Première ministre Elisabeth Borne. Voilà pour le court terme, Monsieur le Président Marcangeli. Et puis il y a le moyen terme qui ne va pas être trop lointain, qui concerne la remise en chantier de notre système de solidarité sociale. Vous l'avez évoqué à travers cette idée d'une allocation sociale unique. Ça ne se fait pas comme ça par un coup de baguette magique, il faut du temps, il faut faire attention aux gens. Et nous allons prendre le temps assez rapidement néanmoins pour aller dans ce sens, de telle sorte que ce système de solidarité favorise toujours et partout ceux qui travaillent, comme vous l'avez dit, et ceux qui reprennent leur travail. Donc je prends cet engagement de continuer de manière positive la concertation que nous avons avec votre groupe en particulier sur cette question, à l'occasion du projet de loi de finances, de la sécurité sociale en particulier, et à l'occasion des prochains mois qui vont être devant nous. J'ajoute que dans le chantier du travail, il y a aussi la prévention et la santé au travail, qui fait partie de la feuille de route de la ministre du Travail. Et enfin, je fais écho à la question posée à l'instant par Mathias Renaud, et auquel le ministre des Finances a répondu. Je veux dire que nous sommes préoccupés et mobilisés en ce moment par tout ce qui se passe sur le terrain,
des restructurations, des défaillances d'entreprises, pour en regarder les raisons, pour demander à ces entreprises de tenir des engagements. L'ensemble du gouvernement, je veux simplement le dire en écho à la réponse d'Antoine Armand, est entièrement mobilisé pour apporter aux salariés d'abord et aux territoires ensuite la solidarité, l'accompagnement dont ils ont besoin face à toutes ces défaillances. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous avez la lourde tâche de sortir notre pays d'une crise budgétaire d'une extrême gravité et vous avez tout notre soutien. Mais vous le savez, pour les députés et les parlementaires de la droite républicaine, il est important que les Français, notamment les retraités, ne payent pas les pots cassés des déficits qui ont été accumulés. Dans ce cadre, vous nous avez proposé d'améliorer le budget du gouvernement avec une méthode, plus d'économies sur la dépense et en échange la possibilité de faire des gestes sur le pouvoir d'achat des Français. Nous avons travaillé depuis un mois pour vous proposer des économies notamment sur les agences et les autorités administratives, ceux qui ont nourri la bureaucratie administrative depuis des années et sur lesquels nous sommes convaincus que des économies sont possibles. En contrepartie, notre demande est qu'il puisse y avoir une revalorisation des retraites à compter du 1er janvier et un bouclier anti-inflation pour les retraites les plus modestes. Et je suis convaincu que ces demandes sont partagées largement sur les bancs de tous ceux qui souhaitent faire œuvre utile à vos côtés, comme le président Marcangeli l'a rappelé. Vous l'avez accepté, Monsieur le Premier ministre, et je vous en remercie dans le cadre du travail commun que nous avons mené. Il est un deuxième sujet qui préoccupe les Français, c'est celui du tarif de l'électricité. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il puisse y avoir une clause de rendez-vous au début de l'année prochaine pour que la taxe soit paramétrée en fonction du marché de l'énergie afin de garantir à nos compatriotes que l'année prochaine, les prix baisseront. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, nous expliquer comment est-ce que vous souhaitez mettre en place ces propositions ? Elles sont le fruit d'un travail commun avec le Sénat, elles sont le fruit d'une attente commune portée par les députés qui travaillent en ce moment à vos côtés. Et je suis aussi convaincu qu'elles dessinent un chemin utile pour notre pays. Assumer de faire des économies sur le gaspillage de l'argent public pour pouvoir mieux protéger le pouvoir d'achat des Français. Merci à vous. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Merci, Monsieur le Président Wauquiez, de cette question qui ne me surprend pas vraiment. Avant d'ailleurs de vous répondre sur le fond, je voudrais dire juste un mot de méthode à nouveau, comme je l'ai fait en réponse au président Marcangeli tout à l'heure, et rappeler à ceux qui nous écoutent à l'extérieur de cet hémicycle, et peut-être aussi dans cet hémicycle, les conditions très particulières, singulières dans lesquelles le gouvernement actuel, que j'ai l'honneur de diriger, a dû préparer un budget en 15 jours. Et j'ai dit, moi, dès le début, devant vous, ici même, à cette tribune, que ce budget était perfectible. Avec le ministre des Finances, avec le ministre des Comptes publics, tous les membres du gouvernement, nous sommes prêts, nous étions prêts, nous restons prêts dans le processus qui se déroule ici et bientôt au Sénat à améliorer ce budget. Voilà pourquoi j'ai pris la décision que le débat se déroulerait normalement, sans le couper ou sans l'interrompre, et aussi la décision d'écouter tout le monde, parce qu'il y a, Monsieur le Président Wauquiez, de bonnes idées partout. Vous avez évoqué un sujet très important, je vais y revenir, mais pour dire la vérité, votre groupe, le tout premier, a porté ce sujet des personnes âgées, mais d'autres groupes, le vôtre, mesdames et messieurs, les groupes du SOC, les groupes de gauche que j'ai entendus. Voilà. Et donc, vous ne m'en voudrez pas de dire comme Premier ministre que j'ai souhaité aussi avoir un dialogue un peu plus particulier avec les groupes, les 4 groupes qui me font l'amitié et l'honneur d'être le socle de soutien et d'accompagnement du gouvernement. Et j'ai entrepris sur plusieurs sujets, et cette discussion n'est pas terminée, plusieurs sujets qui préoccupent ces groupes et qui accompagnent aussi le sentiment populaire que j'écoute. Ensemble pour la République, le MoDem, Horizon, nous continuons ce dialogue et avec votre groupe en particulier, où nous avons cherché, pour reprendre un mot de Jean-Paul Mattei tout à l'heure, un compromis. Et notamment, c'est un mot que j'aime bien d'ailleurs, même s'il n'a pas tout à fait cette culture du compromis en France, j'aime bien ce mot, en particulier quand il s'agit, Laurent Wauquiez, de protéger les plus démunis.
Et donc je voudrais maintenant, sur le fond, vous dire en quoi consisterait ce compromis, pour autant qu'il soit approuvé dans le suite de débats parlementaires. Nous nous engageons à ce que tous les retraités bénéficient d'une revalorisation, en effet, le 1er janvier 2025, c'est-à-dire à la même date que les années passées. Cette revalorisation tiendra compte de la forte baisse de l'inflation. Cette revalorisation tiendra compte de la forte baisse de l'inflation. Et comme vous, comme d'autres groupes, je souhaite en particulier que les retraités dont la pension n'est pas élevée ou est très faible, il y en a beaucoup, soient protégés. Vous avez proposé de prendre en compte comme référence le montant du SMIC net. C'est une référence qui parlera à tous les Français et je la reprends volontiers. Cela concerne près de la moitié, mesdames et messieurs les députés, cela concerne près de la moitié des retraités, 44% pour être exact. Nous sommes prêts à nous engager à ce que les retraités dont le niveau de pension base et complémentaire compris est inférieur à l'équivalent d'un SMIC net bénéficient au mois de juillet 2025 d'une seconde revalorisation pérenne, mais aussi d'une compensation du manque à gagner du premier semestre de l'année prochaine. Autre sujet au cœur des questions, l'agriculture. Un nom cristallise toutes les colères, le Mercosur, du nom du grand marché d'Amérique du Sud, avec lequel l'Union européenne est sur le point de finaliser un accord. Un accord inacceptable en l'état pour la France, l'Italie ou encore la Pologne, et qui est fustigé sur tous les bancs de l'Assemblée nationale. J'étais hier soir à Troyes, dans ma circonscription, pour une manifestation agricole. Ce que j'y ai entendu, c'est la même chose que l'année dernière, que 2022, que 2017, que 2012 ou même que 2007. Depuis des décennies, des traités de libre-échange sont signés et votés par tous les partis, LR, macronistes, PS, et viennent concurrencer de manière déloyale nos agriculteurs, avec des produits qui ne respectent aucune norme sanitaire et environnementale. Le Mercosur, c'est l'aboutissement d'un processus de destruction massive de notre modèle agricole français. Mais il faut le dire, nous importons déjà 300 000 tonnes de viande bovine et un poulet sur deux consommé aujourd'hui dans notre pays par la faute de ceux qui l'ont permis, c'est-à-dire tous les anciens gouvernements. Et pendant que vous essayez de gagner du temps de débat sur le Mercosur, qu'en est-il du reste, Madame la Ministre? Les agriculteurs veulent vivre de leur travail avec des prix rémunérateurs, voire un État qui les protège de la concurrence déloyale, de la fraude à l'importation et d'une vie administrative simplifiée. Alors Madame la Ministre, pourquoi ne pas avoir proposé une loi d'orientation agricole complète dès l'automne? Allez-vous enfin faire appliquer la loi Egalim, procéder à des contrôles à l'importation? Où en êtes-vous pour réaligner les normes françaises à minima sur celles européennes pour avoir une concurrence loyale dans le marché unique? Je pense notamment à l'acétamipride ou aux nécotinoïdes. Où en est-on de l'instauration de prix minimum afin que jamais une production puisse être achetée à perte? Allez-vous mettre en œuvre le patriotisme économique dans la commande publique? Sans oublier les problèmes de transmission, jamais abordés dans votre projet de loi de finances par votre gouvernement. Alors Madame la Ministre, ma question est simple. Allez-vous commencer à agir ou continuer à subir? Je vous remercie. La parole est à Madame Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Chut, un peu de silence, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jordan Guitton. Tout d'abord, n'oubliez pas, Monsieur le député, que la France est une grande nation exportatrice de produits agricoles et que les accords que l'on peut conclure, les accords équilibrés qu'on peut conclure avec d'autres pays sont utiles à nos producteurs. Je referme la parenthèse. Alors, dans votre question, comme d'habitude, beaucoup de sujets. Et je voudrais revenir sur quelques-uns d'entre eux. D'abord sur la loi d'orientation agricole. C'est une loi qui a vécu sa première lecture ici. Elle a été beaucoup amendée et elle est parvenue à un état qui est peut-être pas la grande loi agricole que certains espéraient, mais en tout cas c'est une loi qui est attendue par les agriculteurs. Et ce point devrait vous inspirer un peu plus de mesure dans l'analyse que vous en avez. Vous abordez la question des normes européennes. Vous ne trouverez pas chez moi quelqu'un qui défende la surtransposition. De façon constante, nous avons toujours dit, dans la famille politique à laquelle j'appartiens, mais aussi dans une large part de cet hémicycle,
combien la surtransposition des normes européennes était mortifère pour notre agriculture. Vous évoquez un produit en particulier. Ce débat viendra, soyez-en certains, très rapidement. Avant le salon de l'agriculture, nous aurons ce débat et nous verrons bien comment les uns et les autres se positionnent par rapport à la question de la surtransposition qui est en effet très, très défavorable à nos producteurs. Sur la question du revenu, vous avez une proposition qui est d'instaurer un prix minimum. Cette idée, elle semble comme ça pouvoir être séduisante. En réalité, le prix minimum sera le prix maximum. Et je ne suis pas certaine que ce soit vraiment une façon de garantir et le revenu de la matière première agricole et le revenu des agriculteurs. Je pense que c'est même tout le contraire. Vous aurez à vous exprimer sur Egalim, monsieur le député, puisque nous allons légiférer dans quelques mois sur ce sujet important. Monsieur Guitton. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la vérité c'est que vous avez rejoint le macronisme avec votre famille politique, comme vous dites, pour quelques postes ministériels. C'est ceux qui ont mis à genoux l'agriculture française depuis 7 ans. Assumez un petit peu. Le gouvernement veut aussi faire des économies dans le budget de la sécurité sociale. Il veut notamment baisser de 5% les remboursements des soins de santé, ce qui revient donc à augmenter le reste à charge pour les patients. La gauche fustige une mesure injuste. Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Madame la ministre de la Santé, nous venons de passer des heures ici à débattre du budget de la sécurité sociale. Le gouvernement était présent et jamais vous n'avez parlé de déremboursement. Pourquoi? À la sortie de la guerre, la France a fait un choix radical, audacieux et protecteur. Aucun citoyen ne devrait plus être exclu de la protection sociale. Chacun payerait en fonction de ses moyens, mais tout le monde y aurait accès en fonction de ses besoins. Tout cela pour prévenir le retour du fascisme. C'est par décret et sans affronter le débat parlementaire qu'en catimini vous décidez de rogner, partie par partie, cette protection sociale. Après les 3 jours de carence, 5% de remboursement en moins sur les médicaments et les consultations. Les mutuelles ont déjà augmenté leurs tarifs et vont devoir le faire à nouveau. Tout le monde n'a pas de mutuelle. Et les besoins évoluent. Au-delà de 80 ans, ils augmentent. Après avoir voulu geler les petites retraites, c'est encore sur les personnes âgées que vous faites peser le poids de votre inconséquence budgétaire. Un Français sur 3 se prive de repas aujourd'hui et 1 sur 10 de soins, toujours les mêmes. Celles et ceux qui n'y arrivent pas, parce que c'est long un mois sans argent, c'est très très long. Et c'est sur elles et eux qu'avec constance, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, vous tapez sans cesse. Mais vous êtes mauvais en calcul parce que se priver de soins quotidiens, c'est laisser la maladie gagner et la santé se dégrader. C'est finir aux urgences et mettre encore plus de tension sur l'hôpital public. Et puis c'est quoi cette volonté farouche de faire payer aux autres vos erreurs de gestion? Je vous le dis, il y a plus de dignité dans la manière dont les personnes sans le sou gèrent leur budget que dans le moindre de vos décrets. Ma question est simple. Pourquoi toujours sur les pauvres? Nous sommes dans une situation que je pense vous mesurez tous. Vieillissement de la population, maladies chroniques en augmentation, malades en longue maladie en augmentation, 400 000 de plus tous les ans. Aujourd'hui, nous avons 13 millions de personnes en affection longue durée qui ne seront absolument pas impactées par le ticket modérateur dont nous parlons là, bien sûr. Et nous avons aujourd'hui véritablement des financements. L'assurance maladie prend en charge 80% des soins et de la maladie, ce qui est une première parce qu'il y a 10 ans, c'était 71%. Donc nous voyons que les besoins augmentent et sont importants. Est-ce que notre système est le bon? Est-ce que le financement est adapté aujourd'hui? Nous sommes dans une société du soin. Je souhaiterais que nous passions dans une société de la prévention et du soin ensuite. Et nous avons besoin de travailler à l'avenir de notre système de santé. Je vous le dis, vous le savez, et nous en avons parlé pendant les débats parlementaires. Pour ce qui est des plus fragiles, Madame la députée, vous le savez bien, la C2S remplit sa fonction de soutien aux plus fragiles. S'il faut regarder si des personnes, notamment des petits retraités, pas des petits retraités, des grands retraités avec des petites retraites, doivent rentrer dans la C2S, nous le ferons. En tout cas, il y a un non-recours aussi, il y a un non-recours aux droits des personnes qu'il faut aller chercher, parce que cette C2S, elle protège les plus fragiles.
Quant aux autres, eh bien, je travaillerai bien entendu avec les complémentaires, qui je sais ne sont pas toujours philanthropes, mais nous travaillerons avec elles afin qu'elles diminuent au maximum leurs prétentions d'augmentation des cotisations. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame Rousseau. À l'heure où les maladies augmentent, vous augmentez la précarité, c'est vraiment à contre-courant, Madame la Ministre. Nous sommes fin novembre à l'Assemblée nationale. Au lendemain de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, le 25 novembre, les députés interrogent le gouvernement sur les violences sexuelles et sexistes. Une question est au cœur du sujet, celle du consentement, au moment où se tient le procès des viols de Mazan. Après avoir relégué le ministère des droits des femmes au rang de secrétariat d'État, vous vous êtes exprimé vous-même hier à l'occasion du 25 novembre. C'est donc à vous que je demanderai des comptes. 7 ans que MeToo n'en finit pas de déferler sur notre société. Nous étions 100 000 dans la rue samedi pour en finir avec la culture du viol et pour enfin arrêter de compter nos mortes. 7 ans que nous n'en finissons pas d'applaudir les Adèle, les Gisèle et toutes nos sœurs qui se lèvent, qui n'ont plus peur. 7 ans qu'Emmanuel Macron fait de nous sa grande cause et qu'on entend cause toujours. Une coalition d'associations demande une réponse globale contre les violences sexuelles, comme en Espagne. Cause toujours. Vous improvisez une énième cellule gouvernementale, gribouillez un plan dérisoire, bricolez des annonces contradictoires. Même votre mesure phare, le dépôt de plainte dans les hôpitaux, a dû être rectifié. Elle n'est pas financée. La Fondation des femmes chiffre à 2,6 milliards d'euros les besoins. Cause toujours. Vous imposez 60 milliards d'économies. Vous balayez les 600 millions adoptés en commission contre les violences. Et faute de compensation de la prime Ségur, les centres d'information des droits des femmes annoncent déjà leur fermeture. Le planning familial réclame une véritable éducation à la sexualité, si décisive pour la détection et la prévention des violences. Cause toujours. Vos ministres réactionnaires sont incapables d'appliquer la loi et restent muets face aux pressions de leurs amis. La Ciivise alerte sur l'omniprésence de l'inceste. Cause toujours. On vire le juge Durand, on glorifie l'autorité paternelle, on explique aux mères isolées qu'on va automatiser la garde partagée. 500 féministes vous disent d'aller dans le sens de l'histoire, de prolonger l'œuvre de Gisèle Halimi et d'inscrire le consentement dans la loi. Cause toujours. Vous êtes soi-disant pour, mais vous rejetez mon texte en commission, vous empêchez son examen en séance avec les 1000 amendements ridicules sur le texte des retraites à 64 ans. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il y aura un avant et un après Mazan. Mais pour que la honte change de camp, faut-il attendre l'après Barnier ? Vous avez raison sur le fait qu'il y a une question d'éducation aussi à porter. Nous y attachons avec Mme Anne Genetet, mais c'est aussi une éducation sur celles et ceux qui interviennent. Le discours qui est porté sur les crèches, le discours qui est porté à l'école, mais aussi le discours qui est porté sur les parents qui m'a trop souvent genré. Mais ce n'est pas cette question seulement qui m'intéresse, parce que je pense qu'on sera tous d'accord si c'est aussi une question d'hommes. Et je pense qu'il est important qu'un homme finalement s'adresse aux hommes pour porter ces questions-là et dire qu'il y a certainement une prise de conscience à avoir lorsque 96% des cas d'agression sont portés par des hommes. Et je pense que c'est ce discours que nous devons avoir conjointement et qui est transversal au titre de nos politiques. Monsieur le Premier ministre a rappelé combien c'était une ligne rouge et combien il nous fallait évoluer. Alors vous évoquez aussi les travaux que vous avez portés, mais je saluerai également à mon tour Marie-Charlotte Garin et Véronique Rioton qui sont engagées aussi, qui portent là aussi un travail qui vise à la définition pénale du viol et la question autour de l'intégration du consentement dans celle-ci. La délégation des droits des femmes aussi à l'Assemblée nationale qui est pleinement mobilisée, qui mène un travail transpartisan remarquable que je tiens à saluer. Le combat contre les violences faites aux femmes est bien trop grave pour servir des intérêts de communication et partisans. Alors, je sais que Monsieur le garde-sceau est également pleinement mobilisé sur la question de la définition du viol et du consentement. Nous aurons des travaux à proposer, mais je pense qu'il nous appartient d'attendre d'ores et déjà les travaux proposés par Mme Garin et les autres. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Oui, j'ai bien compris. Donc, il est urgent d'attendre. Donc, en fait, comme d'habitude, cause toujours. Le budget reste le sujet numéro 1 de ces questions au gouvernement. Passera pas. En cette fin novembre, nul ne sait encore si le projet de loi de finances sera voté avant la fin de l'année, date limite fixée par la Constitution. En attendant, chacun y va de sa proposition, comme cette idée du Sénat, à majorité de droite, de travailler 7 heures de plus gratuitement pour financer la dépendance. Monsieur le Premier ministre, je voulais vous interpeller sur l'amendement voté par le Sénat la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale visant à demander aux Français de donner
7 heures de leur temps de travail. Je vous répète, Monsieur le Premier ministre, de donner 7 heures de leur temps de travail. Comment peut-on décemment demander à nos concitoyens de travailler gratuitement? Comment peut-on galvauder à ce point cette valeur travail et les effets bénéfiques d'émancipation, d'intégration, d'épanouissement et bien d'autres qu'elle génère? Il est important de défendre cette valeur travail et surtout d'arrêter de toujours plus taxer les travailleurs qui sont déjà les principaux contributeurs de notre solidarité. Monsieur le Premier ministre, on sait que le projet de loi de financement de la sécurité sociale est voué à un 49.3. Vous engagez-vous à retirer cette disposition du texte? De plus, que comptez-vous faire pour que le travail paye plus et paye mieux? Et que comptez-vous faire pour qu'enfin le net sur la feuille de paye récompense l'engagement de ceux qui travaillent? Je vous remercie, Monsieur Negelen. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Negelen, vous m'interrogez sur la proposition adoptée par le Sénat de financer la branche autonomie de la sécurité sociale par la mise en place d'une contribution de solidarité par le travail équivalent à 7 heures par an. Le financement de la branche autonomie est une question centrale, vous le savez, et je pense que nous la partageons ici. Est-ce que cela doit se faire par l'augmentation du temps de travail? Le Sénat a eu le mérite de poser ce débat qui en réalité en cache un autre, qui est celui plus général du financement de notre protection sociale et de notre modèle social. Et dans le pays, le financement de la protection sociale repose essentiellement sur le travail. Et donc le coût du travail avec ce sujet très particulièrement français que vous avez souligné, Monsieur le député, qui est le coût super brut de l'employeur très élevé et le salaire net perçu du travailleur qui est bas. Et c'est ce sujet qui est aujourd'hui fondamental. Excusez-moi. Et donc, en ce qui concerne aujourd'hui les heures de travail, la France est le pays qui travaille le moins de l'OCDE. C'est effectivement... Attendez. Certes, s'il vous plaît, certes, les travailleurs en France à temps complet travaillent moins que leurs homologues, mais le temps partiel y est moins développé et les indépendants en France travaillent plus. Donc le sujet, c'est moins la question du travail sur toute une année que le travail sur toute une vie. Parce qu'en France, on s'insère plus difficilement sur le monde du travail quand on est jeune et on y part plus tôt. Et donc, le Sénat pose une question importante, mais nous pensons avec le Premier ministre et avec le gouvernement que la question des 7 heures supplémentaires doit d'abord être posée aux partenaires sociaux. C'est d'abord eux qui doivent pouvoir décider et en l'occurrence, c'est pour ça que le gouvernement avait donné une position défavorable au Sénat. Je vous remercie, Madame. L'école est aussi au centre des questions, les moyens humains et matériels, mais aussi les programmes. Le projet d'éducation à la vie sexuelle au collège et au lycée va susciter un échange pour le moins inhabituel lorsqu'une députée du groupe d'Éric Ciotti interpelle le gouvernement avec cette question cash. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale. L'objectif du nouveau programme d'éducation sexuelle qui vise à accompagner les enfants pour les aider à devenir des adultes épanouis est louable. Pourtant, ce nouveau programme suscite de nombreuses craintes et les polémiques se multiplient à juste titre. L'enseignement catholique et l'association de parents d'élèves de l'enseignement libre ont exprimé de sérieuses réserves. 100 sénateurs viennent de publier une tribune où ils déclarent ce programme inacceptable. Même votre ministre délégué, M. Portier, a reconnu publiquement que ce programme n'était pas adapté. Ce n'est pas votre cas. Vous estimez au contraire qu'il n'y a aucun sujet. Eh bien, je peux vous dire qu'en tant que maman d'une petite fille de 9 ans, il y a un vrai sujet. Je me demande comment vous pouvez affirmer que la théorie du genre n'existe pas dans votre programme, alors que l'on y compte 17 fois la notion d'identité du genre, et alors que dans vos manuels de SVT, de 4e et de seconde, vous invitez nos enfants à choisir leur sexe en leur expliquant qu'ils peuvent librement se sentir hommes, femmes ou bien les deux.
Je me demande comment vous pouvez tolérer que les supports pédagogiques proposés à nos enseignants expliquent à nos enfants de 11 ans l'art de la fellation pour arriver à l'orgasme ou les initient à la pratique de l'anulingus. C'est surréaliste. Je me demande à quel enseignement pédagogique vous espérez rattacher ces mêmes supports dont les publications expliquent à des enfants de 11 ans comment utiliser le préservatif lors d'une sodomie. Alors, Madame la Ministre, allez-vous modifier sans délai les supports pédagogiques pour qu'ils soient enfin adaptés et respectueux de l'âge et de la maturité de nos enfants? L'éducation nationale ne peut arracher l'innocence des enfants contre la volonté de leurs parents. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'aimerais qu'il y ait davantage de silence dans cet hémicycle pour que l'on puisse écouter la réponse de la ministre. Madame Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée d'Intorny, merci d'abord pour votre question. Elle me permet déjà de parler de l'école. Et l'école, à un moment où je crois, elle a plus que jamais besoin qu'on la soutienne. Je rappelle que l'école, c'est là où nous forgeons des consciences libres. J'y viendrai. Je souhaite également, je pense que sur ces bancs, nous sommes tous d'accord pour que l'école puisse également renforcer les savoirs fondamentaux. Et pour tout cela, elle a besoin de moyens. Et qu'au moment où certains d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, peut-être vous apprêtez à choisir de priver notre pays du budget dont il a besoin, je voudrais juste rappeler que c'est priver l'école des moyens dont elle a besoin. Maintenant, vous m'interrogez précisément sur le programme d'éducation à la vie affective et relationnelle et pour le second degré, à la sexualité. Je vais d'abord vous dire que ce programme n'a pas été publié. Je ne sais pas sur quoi vous vous appuyez pour en parler. La deuxième chose, c'est que je veux le redire, je l'ai redit, je l'ai dit et je le redis, il n'y a pas de théorie du genre et donc il n'y en a pas dans ce programme. Ce programme, il est progressif, il est adapté, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai revu. Il sera présenté au Conseil supérieur de l'éducation dans quelques semaines, ce sera le 12 décembre, la semaine prochaine précisément. Et je voudrais être très précis. Ce programme, voyez-vous, je vais vous dire un petit peu de quoi il parle, parce que je crois qu'effectivement, vous ne savez pas exactement ce qu'il en ressort. Ce programme, chez les tout-petits, on va parler des émotions, à gérer ses émotions. Chez les plus grands, on va parler de respect. On va parler également du consentement. On va parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. On va parler de toutes ces questions, pour répondre aux questions pour lesquelles nos enfants n'ont pas forcément de réponse. Et aujourd'hui, où vont-ils trouver des réponses? Je vais vous le dire, l'ARCOM nous le dit, chaque mois en France, 2,3 millions de mineurs vont consulter des sites pornographiques pour trouver des réponses aux questions, des réponses qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est le rôle aussi de l'école, aux côtés des parents, avec les parents, de pouvoir apporter à nos enfants les réponses à ces questions. Elles sont fondamentales car, voyez-vous, je n'accepte pas, je ne me résigne pas à ce que la pornographie puisse éduquer nos enfants. Je rappelle aussi que nous avons 3 enfants par classe qui sont victimes de violences sexuelles et c'est aussi de cela auquel... Je vous remercie, Madame la Ministre. Décembre arrive. Le Rassemblement national de Marine Le Pen souffle le chaud et le froid sur l'Assemblée nationale. Le groupe énonce ses lignes rouges pour ne pas renverser le gouvernement. Alors que le gouvernement vient de dégainer le 49.3 pour faire passer le budget de la Sécu sans vote, la menace de censure se précise. 662 milliards, c'est le budget de la sécurité sociale. 662 milliards consacrés à nos hôpitaux, à nos EHPAD, à nos retraités, à nos entreprises. 662 milliards, c'est aussi des droits nouveaux pour protéger nos concitoyens. Ce sont les aides très attendues pour les agriculteurs. 662 milliards, certains députés n'en veulent pas. Ils vont choisir d'abandonner ce budget. Demain, effectivement, chaque député sera face à un choix qui aura des conséquences. Peut-on un jour promettre à nos concitoyens d'être leur premier défenseur et le lendemain balayer l'ensemble du budget pour nous plonger dans un grand saut vers l'inconnu? Notre groupe Ensemble pour la République a soutenu le gouvernement depuis le début et jusqu'au vote de la commission mixte paritaire, car nous savons le coût de l'instabilité. Oui, les Français n'ont pas à payer le prix de l'irresponsabilité d'une Marine Le Pen trop inquiète de son procès
et de l'immaturité d'un Jordan Bardella traumatisé de ne pas être Premier ministre. Oui, les Français n'ont pas à payer la fascination du désordre et du chaos de la France insoumise de Mélenchon, qui, hélas, déteint sur le Parti socialiste. Ceux qui voteront la motion demain, je le crois, n'aiment pas la France, n'aiment pas les Français et ne veulent pas la stabilité du régime. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre. Les Français sont inquiets. Les Français sont inquiets. Que se passera-t-il si ce budget, notamment celui de la sécurité sociale, est abandonné par une motion de censure votée demain? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Saint-Martin, ministre du Budget et des Comptes publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stéphanie Rist. Vous avez raison, il y a eu une commission mixte paritaire qui, en responsabilité, a eu une majorité entre députés et sénateurs pour pouvoir continuer à financer la protection sociale de ce pays. Et oui, il y a une majorité de parlementaires dans ce pays qui est responsable. Vous m'avez posé la question des conséquences de l'absence de ce tel budget. Allez, s'il vous plaît, un peu de silence. La première des conséquences, Mesdames et Messieurs les députés, c'est tout simplement un déficit social qui se creuserait à hauteur d'au moins 12 milliards d'euros. C'est-à-dire tout simplement l'incapacité collective à continuer à avoir un équilibre dans nos finances sociales, dans notre protection sociale, nous qui le souhaitons tous. C'est aussi des mesures très concrètes. Vous avez cité nos agriculteurs et la ministre de l'Agriculture aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes. Mais ce sont aussi l'engagement pour les emplois dans les EHPAD, 6500 qui ne pourront pas voir le jour si cette censure était adoptée. Également, la simplification et le financement non seulement de nos EHPAD, mais aussi l'investissement dans l'hôpital prévu dans ce PLFSS. Et il y a aussi toute une série de mesures sur le cumul emploi-retraite pour nos médecins pour pouvoir lutter contre les déserts médicaux. Mais le PLFSS, hélas, ne serait pas le seul problème si une motion de censure venait à être adoptée. L'impôt sur le revenu de nos concitoyens serait augmenté pour 18 millions d'entre eux. Près de 400 000 nouveaux foyers imposables dans notre pays par une telle irresponsabilité. Alors la vérité, Madame la députée, que l'on parle du PLFSS ou que l'on parle du projet de loi de finances, nous aurons plus de déficit et une instabilité. Notre pays, lui, a besoin de retrouver un équilibre financier et de la stabilité politique. Vous avez présenté un budget de la sécurité sociale injuste, qui fait peser l'effort de redressement sur les malades, sur l'hôpital, sur les EHPAD, sans mettre à contribution ceux qui en ont les moyens. Et vous vous êtes tourné vers le RN pour faire passer ce budget, en multipliant vainement, d'ailleurs, les concessions, en allant même jusqu'à citer nommément Madame Le Pen, et elle seule, dans un communiqué de Matignon hier, sans avoir mené un dialogue sérieux et approfondi avec la gauche. Alors cela vous conduit dans l'impasse avec ce 49.3 que vous avez déclenché hier. Monsieur le Premier ministre, ce 49.3 signe probablement l'échec d'une méthode. Et pourtant, nous croyons qu'un autre chemin était et sera toujours possible pour bâtir des compromis. C'est ce que nous avons engagé dans un groupe de travail transpartisan sur les déserts médicaux, avec des députés de droite, de gauche, du centre, pour trouver des solutions nouvelles et efficaces pour la santé des Français et pour l'accès aux soins. Nous avons pris le temps du dialogue en nous réunissant chaque semaine et nous avons rédigé une proposition de loi qui est aujourd'hui signée par 256 députés. Nous espérons bien sûr qu'elle pourra être discutée ici prochainement. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à marquer vos convictions sur le sujet et à accompagner un changement de méthode pour redonner espoir à ceux qui n'ont plus de médecins et au-delà à tous les Français? Je vous remercie. Ce gouvernement nommé... Madame la ministre, s'il vous plaît. Allez. Ce gouvernement nommé il y a 2 mois a présenté un budget
dans un contexte extrêmement difficile. Un budget que nous avons nous-mêmes qualifié dès le début des débats que nous avons voulu faire durer pour respecter le Parlement. Nous avons qualifié ce budget de perfectible. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, s'est tourné vers l'ensemble des groupes du socle commun que je voudrais remercier aujourd'hui et les groupes des oppositions. Le Premier ministre a proposé à l'ensemble des présidents de groupe de discuter, de dialoguer. Mais pour discuter, il faut être deux. Pour discuter, il faut être deux. Notre main n'a cessé d'être tendue, vous avez refusé de la saisir. Le vote de la motion de censure est un droit pour les 577 députés de cet hémicycle, de même qu'il sera un devoir pour les 577 députés de cet hémicycle d'aller s'expliquer dans chacune de vos circonscriptions face aux Français sur les conséquences d'un éventuel vote. Vous avez décidé d'engager la responsabilité de votre gouvernement pour imposer votre budget de la sécurité sociale. Si demain nous entrons en terrain inconnu, c'est de votre responsabilité. Après la dissolution brutale de juin dernier, après la défaite cinglante du camp gouvernemental, après le refus obstiné de reconnaître cette défaite et de nommer un Premier ministre issu de la gauche conformément au verdict des urnes, après la nomination d'un gouvernement illégitime sous contrôle du RN que vous avez cajolé jusqu'à la dernière minute, alors que vos prédécesseurs ont plongé le pays dans un déficit budgétaire abyssal, la situation est chaotique, c'est vrai. C'est vrai, mais elle est de la responsabilité du camp présidentiel. La crise démocratique, sociale, économique était prévisible. Elle est la conséquence d'une stratégie du chaos, avec des choix politiques qui balayent l'expression du peuple. Dès 2018, les gilets jaunes, violemment réprimés, n'ont pas été entendus. Pire, leurs doléances croupissent aujourd'hui dans les caves des sous-préfectures. La mobilisation inédite, massive et durable du pays contre votre réforme des retraites a été tout autant méprisée par le camp présidentiel. La semaine dernière encore, avec la droite, il a empêché l'abrogation tant attendue de cette réforme. Les agriculteurs, les soignants, les professeurs, les salariés injustement licenciés, les étudiants, tous ceux qui subissent la brutalité de cette politique de régression sociale ne récoltent que mépris. Que de mal a été fait à la France par entêtement et dogmatisme. Nous ne fuirons pas nos responsabilités pour redonner confiance au peuple. Alors, quand on m'a prévenu, M. Sassen, que vous alliez me poser une question sur la situation politique, dans une sorte de rêve, je me suis pris à imaginer que le président du groupe du Parti communiste, qui est un grand parti traditionnellement républicain, favorable à l'ordre et à la stabilité, allait m'apporter son soutien. Et que vous alliez annoncer dans votre intervention que, dans un élan de responsabilité, vous alliez ne pas voter la censure demain. Voilà. À l'évidence, je me suis trompé sur la finalité de votre question. Voilà. Plus sérieusement, M. Sassaigne, sur le fond et d'abord sur la forme. Sur la forme, je ne peux pas accepter qu'on dise, ni vous-même, ni M. Guerreau tout à l'heure, qu'il n'y a pas de respect de dialogue de la part du gouvernement. Non. Nous avons depuis 3 mois exprimé le respect que nous devons, que je dois et que j'ai pratiqué à l'égard de tous les groupes de cette Assemblée, quels qu'ils soient, parce que vous représentez tous des citoyens et vous êtes tous dépositaires d'une parcelle, d'un morceau de la légitimité républicaine. Et donc j'ai du respect pour vous comme pour tous les autres parlementaires. Et nous avons, dans l'ensemble du travail du gouvernement, depuis 3 mois, pratiqué ce respect, cette écoute, ce dialogue. Et je veux dire d'ailleurs à M. Garot, qui posait une bonne question tout à l'heure, que s'agissant du travail transpartisan ou intergroupe, oui, nous sommes favorables à
toutes les initiatives qui vont être prises sur le sujet des déserts médicaux comme sur d'autres. Et je resterai attentif à ces propositions transpartisanes. Donc voilà pour la forme, Monsieur Chassaigne. Sur le fond, tout le monde sait que la situation est difficile. Elle l'est sur le plan budgétaire. Je l'ai dit dès le début en cherchant à dire la vérité aux Français. Plus grave qu'on ne l'a cru, avec une dette que tout le monde devra payer un jour. Hein. Tout le monde sait que la situation économique et sociale est difficile. Tout à l'heure, l'un de vos collègues parlait de la chapelle d'Arblay, de ArcelorMittal. Vous avez même posé une question sur Michelin. Je suis ça très attentivement avec le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Travail. Tous les jours, nous sommes attentifs à apporter notre soutien aux salariés et aux territoires qui sont touchés. La situation est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Et je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, M. Chassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. Voilà pour ces morceaux choisis des questions au gouvernement en 2024. La fin d'une séquence, le début d'une autre. Rendez-vous sur le site lcpan.fr pour revoir un autre épisode de notre série Les Grands Débats. À bientôt sur LCP.